Ces objets volants non identifiés n'existent pas seulement sous la forme de boules lumineuses ou vaporeuses, mais ce sont plutôt des engins technologiques bien matériels. Les Américains se sont toujours intéressés à l'héritage techno-magique allemand. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Soudain l'inexplicable arriva. Une expédition prévue pour durer 6 mois s'est rapidement arrêtée après 2 mois, laissant la côte antarctique déserte. Ça a été une réelle retraite. Des faits réels, des preuves et des phénomènes incroyables dans ce film. Troisième Reich, Opération OVNI première partie, la base. Au début de l'année 1947, une nouvelle expédition menée par l'Américain Richard Beer arrive sur les côtes de l'Antarctique. C'est une expédition très étrange. Contrairement aux 3 précédentes, celle-ci est entièrement financée par la US Navy, Opération Jump. C'était son nom de code. Sous le commandement de l'amiral Byrd, il y avait un puissant escadron militaire. Un porte-avions, 12 navires du surface, un sous-marin, plus de 20 avions et hélicoptères, et environ 5000 hommes embarqués. Vous en conviendrez, c'est une grosse équipe pour une expédition scientifique. 2 décembre 1946, avant le départ de cette expédition, l'amiral Byrd dira lors d'une conférence de presse « Mon expédition est de nature militaire », sans donner plus de détails. Fin janvier 1947, une reconnaissance aérienne de grande échelle commença au-dessus de l'Antarctique, sur la région de la terre de la Reine Maud. Tout se passait comme prévu les premières semaines, des dizaines de milliers de photos furent prises. Soudain, l'inexplicable se produit, l'expédition de 6 mois prend fin au bout de seulement 2 mois. Prenant la fuite de côte de l'Antarctique, cela a été une retraite très rapide. Ils ont perdu un destroyer, près de la moitié du porte-avions, et des douzaines de marins et d'officiers. Aux membres de la commission d'enquête de Congrès, l'amiral Byrd dit ceci: dans le cas d'une nouvelle guerre, l'Amérique pourrait être attaquée par un ennemi ayant la capacité de voler d'un pôle à l'autre à une vitesse incroyable. Qu'est-ce qui a fait fuir l'armée américaine? En 1945, 18 mois avant que l'expédition de l'amiral Byrd ne débute, 2 sous-marins allemands entraient à Mar del Plata, un port en Argentine. Ce n'étaient pas des sous-marins ordinaires, ils provenaient de ce que l'on appelle le convoi du Führer. C'était une flotte top secrète en mission, les détails sont restés secrets jusqu'à maintenant. L'équipage du sous-marin était réticent à toute coopération. Malgré tout, les Américains en apprirent un peu. Le commandant du 530 parla de son implication dans une opération nommée Valkyrie 2. 2 semaines avant la fin de la guerre, U-530 quittèrent le quai en direction des côtes de l'Antarctique. Cela à bord de sous-marins. Les passagers avaient le visage recouvert. Le commandant d'un autre U-boat, le U-boat 977, Heinz Schäfer, témoigna plus tard qu'il suivait aussi le même itinéraire. Il a été découvert que les sous-marins allemands ont à plusieurs reprises pris la direction de l'Antarctique. Mais pourquoi se rendre là-bas? L'Antarctique découvert en 1820 par 2 explorateurs russes, GELONKSCHMERZ2N et Lazar, désolé pour mon accent russe un peu rouillé. Depuis lors, ce mystérieux continent, plus grand que l'Europe, continue d'attirer les explorateurs tel un aimant. Cependant, les 10 mètres de falaise en glace des rêves rendit le continent inabordable durant de nombreuses années. Pendant près d'un siècle, l'Antarctique est restée non explorée. Seules les délimitations des côtes étaient marquées sur les cartes. Soudain, ce distant et inutile continent de glace suscita une étrange curiosité des Allemands. Des gros fonds furent débloqués pour étudier ce continent. À la fin des années 30, 2 expéditions furent organisées. C'est arrivé juste avant qu'on éclate la guerre.
En janvier 1939, 2 avions, le Passa et le Bora, décollent du porte-avions Schwabenland pour aller survoler la région de la terre de la Reine Maude. En 3 semaines, les pilotes de la Luftwaffe, marqués par le fanion de la swastika, réussissent à sécuriser pour le Troisième Reich une zone de la taille de l'Allemagne. Elle sera baptisée la Nouvelle Souabie. En avril 1939, l'explorateur polaire capitaine Alfred Richer écrira « J'ai rempli la mission qui m'a été confiée par le maréchal de l'air Göring. Pour la première fois, la flotte aérienne allemande vola au-dessus de l'Antarctique. Nous avons couvert une surface de 600 km². De plus, 350 000 km² furent photographiés. Les A du ciel de Göring avaient fait leur travail. Cette mission inhabituelle passait ensuite la main au U-boat, commandé par l'amiral Karl Dönitz. En secret, ces sous-marins mirent le cap vers le bout de la Terre, l'Antarctique. Plus tard, Karl Dönitz dira une curieuse phrase, « Mes sous-marins ont trouvé un véritable paradis sur Terre ». En 1943, en pleine guerre avec la Russie, l'amiral Dönitz prononça une autre phrase intrigante. La flotte des sous-marins allemands est fière à l'autre bout du monde, nous avons fait une citadelle imprenable pour notre fureur. À l'époque, ces mots du grand amiral de la flotte navale ne seront compris que par un petit nombre d'initiés. Aujourd'hui, nous pouvons émettre une hypothèse sur les paroles de l'amiral. Récemment, d'énormes lacs souterrains ont été découverts 1 kilomètre sous la glace. La température de ces lacs est de 18 degrés Celsius. Au-dessus du niveau de la mer, il y a des voûtes en forme de dôme remplis d'air chaud. Il est possible que cela soit en lien avec ces lacs chauds. Une rivière permanente d'eau chaude s'écoule dans l'océan. Pendant des milliers d'années, ces rivières d'eau chaude ont formé de larges tunnels de glace souterrains parfaits pour une base secrète. À partir de la côte, il est facile pour un sous-marin d'accéder à ces tunnels. Un endroit parfait pour une base, à l'abri des tempêtes et du froid polaire. Totalement camouflé et loin des recherches ennemies. Si les Allemands avaient à décider d'un endroit pour une base secrète, ou une zone secrète, cela voulait dire qu'il fallait un endroit totalement inaccessible. Les zones polaires, dont l'Antarctique étant très appropriée pour avoir un tel niveau de sécurité. D'après les déclarations de témoins et autres documents, les nazis auraient bien organisé la création d'une base en Antarctique. Son nom de code, la base 211. En début 1939, des voyages réguliers étaient effectués entre l'Allemagne et l'Antarctique dans un navire de recherche spécialement équipé, nommé le Swabia. Des équipements de construction minière et autres machines, incluant des rails, des camions et des foreuses géantes, furent transportés dans les terres de la Reine Maude. En même temps, scientifiques, ingénieurs et ouvriers hautement qualifiés furent menés sur place. Pourquoi l'Allemagne avait-elle besoin d'une base secrète? Il y a plusieurs hypothèses. Certains pensent qu'il s'agissait d'une volonté de contrôler les mers du Sud. D'autres que les Allemands étaient attirés par les vastes ressources naturelles, comme l'uranium, essentiel pour les armes de destruction massive. Beaucoup ont supposé qu'en cas de défaite, l'Antarctique serait un refuge idéal pour l'élite du Troisième Reich. En 1942, le transfert d'habitants à la Nouvelle Swabia commença, incluant scientifiques, ingénieurs, membres et représentants du parti nazi et du gouvernement allemand. Certaines technologies industrielles secrètes seront aussi transférées d'Allemagne. À l'après-guerre, les Américains ont recruté des scientifiques allemands pour travailler aux USA, mais ils ont été choqués de voir des milliers de spécialistes nazis hautement qualifiés ayant disparu et non listés comme morts. Plus de 100 sous-marins avaient également disparu, jamais retrouvés. Il est clair que les Américains ont obtenu des informations concernant l'héritage des nazis, son potentiel technologique, par rapport à ces chercheurs, ces ingénieurs, ayant été évacués d'Allemagne, et naturellement sur cette zone polaire, l'Antarctique, devenue le centre de leur attention.
Il y a aussi ces témoignages de sous-mariniers allemands aux autorités d'Argentine. Tout cela avait semble-t-il beaucoup alarmé les Américains. À la fin de 1946, le célèbre explorateur polaire, l'amiral Richard Byrd, reçoit l'ordre d'aller détruire la base nazie en Antarctique. Mais les choses tourneront mal. La résistance rencontrée par la flotte américaine soulève beaucoup de questions. L'amiral Byrd a parlé d'avions de chasse avec d'incroyables capacités. Il a aussi parlé d'attaques de l'expédition par d'étranges soucoupes volantes. Elles émergeaient de l'eau à très grande vitesse, causant beaucoup de dégâts à l'expédition. Le 26 février 1947, une bataille éclata. Elle a été décrite par un membre de l'expédition, un pilote expérimenté nommé John Searson. Ça sort de l'eau à la verticale comme une furie, se glisse entre les mâts du navire à une vitesse folle telle que l'air perturbe nos antennes radio. Je n'avais pas le temps de cligner des yeux. 2 corsaires de Casablanca ont été descendus par un mystérieux rayon tiré de l'avant de ces soucoupes volantes, ce qui les fit plonger dans l'eau, à proximité du navire. À ce moment-là, j'étais sur le pont du Casablanca et je l'ai vu comme vous me voyez maintenant. Je ne comprenais pas, ces objets étaient silencieux, ils flottaient entre les navires, telle une bête satanique crachant un feu mortel. Soudain, j'ai vu le destroyer Murdoch, qui était à peu près à 120 pieds de là, il était en flammes et il a commencé à couler. Malgré le danger, les secours et les canaux de sauvetage furent immédiatement envoyés sur le site. Le cauchemar a duré environ 20 minutes. Lorsque les soucoupes ont replongé sous l'eau, nous avons évalué nos pertes. Elle était terrible. À qui appartenaient ces soucoupes volantes? Serait-ce aux nazis? Deuxième partie, Ahnenerbe, l'héritage ancestral. Après la guerre, dans les archives secrètes nazies, des dessins et des photos intrigants ont été découverts. Cela prouve que les scientifiques allemands étaient engagés dans le développement d'avions en forme de disque. À cette époque, rien de tel n'existait. Comment les nazis avaient-ils réussi à faire un réel bond scientifique? Société Ahnenerbe, la plus mystérieuse organisation du Troisième Reich. Aujourd'hui encore, les services secrets des grandes puissances cherchent à en connaître les secrets. Mais pourquoi? C'est simple, il s'agit de la seule structure historiquement connue engagée dans l'occultisme et la mystique dont l'État prend en charge le financement. Aucune organisation au monde n'avait ces dispositions et un tel volume de données, une telle influence sur le développement de technologies occultes que l'Ahnenerbe. Les fondateurs de l'Ahnenerbe viennent des plus hauts rangs du Troisième Reich. Les recherches sur le savoir occulte et les phénomènes paranormaux, faites par l'Ahnenerbe, reçurent la bénédiction du SS Reichsführer Himmler, qui n'a pas seulement agi de sa propre initiative, mais aussi par les instructions d'Adolf Hitler. Officiellement, la société a été fondée en 1935, elle avait pour but l'étude des racines historiques de la nation allemande. Ahnenerbe signifie « l'héritage ancestral ». Cependant, les sujets intéressants de cette société dépassaient la simple étude de l'histoire germanique. Les leaders du Troisième Reich comprirent que la taille d'une armée n'était pas un critère pour gagner une future guerre. Ils ont donc alors adopté ce que l'on appelle le concept de supériorité qualitative. Ainsi, une guerre pourra être gagnée avec moins de forces quantitatives, mais en utilisant des forces hautement qualitatives. Pour leur fournir cette supériorité qualitative, l'Ahnenerbe s'est spécialisée dans l'occultisme non traditionnel et les connaissances paranormales. Ceci afin de réaliser une percée dans un domaine où les adversaires n'étaient pas compétents. L'idéologie nazie était basée sur la théorie que dans le passé, il y avait une puissante civilisation sur Terre qui avait accès aux secrets de l'univers. À certains endroits, ces connaissances ont été inscrites pour être préservées.
Elle était chargée de relancer le superhumain en Allemagne, dans leur rôle de descendants des anciens Aryens. Ils s'intéressaient beaucoup à l'Atlantide, leurs scientifiques croyaient que la race aryenne provenait de là-bas. Donc l'Allemagne était l'héritier légitime du savoir technologique de l'Atlantide. La légende dit qu'il s'y trouvait des navires géants et des véhicules volants, alimentés par une force inconnue. En cherchant sur le savoir supérieur, sur l'histoire des civilisations, le berceau de la civilisation, il prétendait qu'il y avait une origine germanique, et que toutes les civilisations du monde avaient des racines germaniques. Les recherches de la Nénerbe avaient débuté juste avant la guerre. Il ne fait aucun doute que les membres de la Nénerbe disposaient d'une incroyable carte, découverte par des historiens en 1929. Cette carte a été tracée au début du XVIe siècle par le fameux amiral turc, Piri Reis. Ce qui est choquant, c'est comment cette carte détaille la côte de l'Antarctique. C'était 300 ans avant la découverte officielle de ce continent. Sur la carte, les notes de l'amiral précisent qu'elle provient de plusieurs sources, certaines d'au moins 300 ans. Mais le plus curieux est cette délimitation des côtes de l'Antarctique, qui sont représentées sans la couverture de glace. Cette carte pose beaucoup de questions même encore aujourd'hui. Voici la version d'un spécialiste US de l'Air Force. Les lignes côtières de cette carte ont été tracées avant qu'elles ne soient couvertes de glace. L'épaisseur de glace est de 1,5 km. Nous n'avons aucune explication sur comment ces données ont-elles été obtenues en 1513. Les experts internationaux ont fait des examens approfondis de cette carte, et ont conclu qu'elle était plus précise que les cartes du XXe siècle. Les analyses sismiques confirment le fait que jusqu'à récemment, les scientifiques étaient ignorants, certaines des montagnes, autrefois considérées comme un massif unique, seraient en réalité des îles séparées, comme indiqué sur cette ancienne carte. Il y a 70 ans, on peut imaginer l'impact qu'a dû avoir la carte de Piri Reis sur les fondateurs de la théorie de la race aryenne. C'était un espoir apporté à la recherche sur la technomagie de l'Atlantide. Une hypothèse est que l'Antarctique serait l'ancienne Atlantide, recouverte par la glace, suite à un déplacement des pôles. Lorsqu'ils ont appris l'existence de cette carte, ils ont aussi réalisé qu'un savoir secret pouvait être stocké quelque part, mais où? Une expédition secrète de la Nénerbe débuta pour trouver ses reliques et ses manuscrits à travers le monde, du Tibet à l'Amérique du Sud. Ils recherchaient particulièrement les archives des chevaliers templiers, disant qu'ils avaient visité l'Amérique bien avant Christophe Colomb. Apparemment, les templiers disposaient de manuscrits secrets, similaires à la carte de Piri Reis. Cela suggère qu'ils savaient quelque chose de vital à propos de l'Antarctique. Sur les territoires occupés, les unités spéciales de commando SS retiennent les archives et les bibliothèques. La Nénerbe confisque les bibliothèques des facultés théologiques et des sociétés secrètes dès qu'elle a pu. La Nénerbe a collecté une vaste bibliothèque. Selon un bibliothécaire d'une des bibliothèques de Postansky, en mars 1945, il a assisté à l'approche des troupes soviétiques de l'Allemagne. La Nénerbe a alors évacué sa bibliothèque, emportant environ 140 000 volumes. Le catalogue de la bibliothèque devait être très intéressant. Il est possible que la Nénerbe ait trouvé quelque chose de très intéressant sur l'Antarctique. Ils ont fait l'étude de ce continent, un de leurs buts principaux. En fait, les SS cherchaient une connaissance spécifique. La coupe du Graal, combinée avec la Saint-Lance, ouvrirait la voie pour la domination mondiale. Hitler prit connaissance de cette légende avant la Première Guerre mondiale. La flèche de la destinée est conservée au musée de Vienne. Hitler a possédé la flèche en 1938, après que l'Allemagne annexa l'Autriche. Pour contrôler le monde, il avait encore besoin de la coupe du Graal. En combinant la flèche légendaire, symbole du principe actif mâle et de la connaissance scientifique, avec la coupe symbole du principe actif féminin et de la sagesse. C'était là l'idée dominante qui préoccupait l'élite du Troisième Reich. Pour fusionner les dernières découvertes scientifiques avec des siècles d'anciens savoirs, même en absence d'explications rationnelles.
Cela aurait pu être une idée attractive et productive. Si ce n'était pas le but, les nazis poursuivirent en tout cas leur tentative de règne sur le monde, pour réduire en esclavage sous le joug de la race supérieure. Cela en utilisant un savoir et une technologie occulte. D'après certaines recherches, la NENERB employait une certaine élite, principalement de grands scientifiques et des centaines de membres de plus de 50 universités. La NENERB était engagée dans l'étude des mathématiques, l'astronomie, la génétique, la médecine, mais aussi dans le développement d'armes non conventionnelles, et également dans les méthodes d'influence psychologique des masses. Ils ont exploré les sciences occultes, religieuses et les pratiques mystiques, les facultés paranormales de l'humain. La NENERB était sérieusement engagée dans ces recherches. La preuve factuelle pour cela sont les directives de la NENERB données par ses gestionnaires, dont Himmler, avant la guerre de 1939. Des études concernaient les facultés paranormales des employés de la NENERB. Ces études ont été archivées dans des dossiers personnels. Lorsque la guerre débuta, les officiers avec ces facultés paranormales, ainsi que d'autres qui faisaient preuve de facultés paranormales, furent fusionnés dans un département spécial de la NENERB. Malheureusement, il n'y a pas d'archives sur quoi travailler ce département, et plus important, sur les résultats qu'ils auraient obtenus. Un des objectifs principaux poursuivis par les experts de la NENERB était d'utiliser les facultés paranormales pour contacter l'être inconnu, ou l'étranger, comme ils les appelaient. Le but étant d'accéder à une haute technologie extraterrestre, et à l'ancien savoir des civilisations terrestres sur certaines technologies. Cela avait déjà eu lieu. Troisième partie, les sous-titres. Décembre 1919, les membres de la société secrète d'Otley, les prédécesseurs de la NENERB, sont rassemblés au pied des Alpes dans une ferme proche de Berchtesgaden. Parmi les membres sélectionnés, les meilleurs médiums et contactés. L'un d'entre eux se cache derrière le mystérieux pseudo de Sigrin. L'autre est Maria Ossip de Zagreb. Elle parlait de choses étranges dans un état de transe. Cela provenait d'une civilisation située dans la constellation de Taurus. Elle reçut d'incroyables informations techniques. Cela ne choqua personne mais au contraire, attira beaucoup l'intérêt. Car cela concernait la construction d'un engin volant inhabituel, pouvant altérer l'écoulement du temps autour de lui. Une étape dans le rêve de cette société secrète. Une machine à remonter le temps pouvant pénétrer profondément l'histoire. Obtenir ainsi la connaissance des anciennes grandes civilisations. Ici vous voyez le dessin d'un avion, avec la signature du mondialement connu, le scientifique inventeur allemand, Victor Schauberger. Cette connaissance médiumnique a été transmise aux scientifiques pour une traduction technique claire pour l'ingénierie. En 1922, le premier modèle a été construit. L'engin possède 3 disques parallèles. En marche, les disques supérieurs et inférieurs tournent en sens inverse, créant ainsi un puissant champ magnétique avec un effet d'antigravité. Ce système ne permet pas seulement de flotter dans l'air, mais déforme aussi la structure du temps autour de l'appareil. On peut penser qu'il s'agit du prototype des futures soucoupes technomagiques, basées sur des principes de vol non classiques. Ces super disques ont été développés par une unité spéciale d'SS, connectée à la NENERB. Deux idées basiques hantaient l'esprit des élites de l'Allemagne nazie. La première est la création d'un humain supérieur. La seconde est la maîtrise de l'énergie technomagique. Cela n'inclut pas seulement la possibilité de maîtrise de l'énergie nucléaire, mais aussi, bien sûr, les systèmes de disques volants créant fondamentalement un nouveau type de technologie volante. La recherche d'idées allait dans toutes les directions. Cela impliquait non seulement des médiums et des ingénieurs, mais également des historiens. Mais avant la guerre, les expéditions allemandes de la NENERB revenaient avec des centaines de vieux manuscrits, en chinois et autres langues orientales. Et cela était étudié avec beaucoup d'attention.
Werner von Braun, un pionnier de l'ingénierie spatiale, dira plus tard « Nous avons beaucoup appris dans ces manuscrits ». Les résultats de cette expédition furent rapportés à Hitler en personne. L'un d'entre eux inspira beaucoup le leader du Troisième Reich, pensant à de super-armes et au vol dans l'espace. Les concepteurs firent de leur mieux, mais la connaissance sur les principes de rotation et de l'antigravitation de ces super-disques était insuffisante. Un moteur était nécessaire et ils ne l'avaient pas. La technologie est malheureusement très en retard sur ces idées avancées. En juillet 1934, Hitler et l'élite des sociétés secrètes Thule et Vril invitent l'inventeur Victor Schauberger à travailler avec eux. Son légendaire moteur à implosion capable de fournir de la lumière, de la chaleur et un mouvement mécanique, avec seulement de l'eau et de l'air. Ils avaient besoin de lui pour une chose, créer un moteur pour des disques volants. Un accord est conclu et après 5 ans, en 1939, un prototype de disque Vril avec un moteur de Schauberger s'éleva dans les airs. Ici, une rare photo montre un test de vol avec un camouflage d'hiver du disque. Les progrès avec les disques sont extrêmement lents. Il y a un manque d'expérience et de spécialistes compétents. Ils ont été forcés de prendre des décisions extraordinaires pour développer le super disque. Son Bureau 13 a été introduit. Cette unité spéciale de recherche scientifique DSS était engagée dans divers projets très délicats, comme l'étude des ovnis. Même avec les meilleurs scientifiques et les meilleurs pilotes, le projet tomba à l'arrêt, sans jamais redémarrer. Tout était top secret. J'ai parlé avec un professeur allemand, Hermann Aubert, un homologue de notre Tsiolkovsky. Il a été l'enseignant de Werner von Braun, et je l'ai interrogé sur les soucoupes volantes. Il a répondu, « Oui, j'en ai entendu parler, j'ai une certaine connaissance là-dessus, mais les SS ont supervisé cela et nous ne pouvions pas savoir à quoi nos collègues de Berlin étaient occupés. » À la fin de 1942, un disque volant nommé VRLL-1 ou Jaeger prit son envol. Il avait un diamètre de 11,5 mètres. Il est allégué qu'avant la fin de la guerre, 17 types de soucoupes furent construites. Mais il faut se méfier de telles déclarations. Je ne pense pas qu'ils avaient une telle collection de disques volants, peut-être quelques exemplaires, c'est tout. Les Allemands voulaient s'en servir comme appareil d'espionnage. Quand vous le regardez de côté, il est presque invisible. Des généraux ayant participé à la bataille de Kursk et 2 héros de l'Union soviétique, que je connais personnellement, un pilote et un commandant de tank, m'ont décrit ce qu'ils avaient vu. Un disque suspendu dans le ciel, durant la bataille de Kursk. Qu'est-ce que c'était? Ils ne savaient pas. Ni les Allemands ni les Russes ne le reconnaissent. La soucoupe n'était pas faite par nous, je peux vous l'assurer. C'est vrai, je connais très bien l'histoire de l'aviation russe. Entre ces dessins et photos de disques, il y en a un identifié sous le nom de Ronnebu. Les notes sous le disque ressemblent à de la science-fiction. D'après la description, ils utilisent une source d'énergie alternative, le convertisseur d'Ideon scolaire, qui fonctionne sans énergie fossile. Il a été même prévu d'envoyer le disque Ronnebu 3 dans l'espace. Difficile à croire. Mais qui sait? Voici la photo d'un trophée. L'étrange scaphandre du pilote suggère que le programme de vol est dans l'espace, ou à moins dans la stratosphère. Dans les archives saisies, un autre mystérieux document a été découvert. C'est le plan d'un énorme appareil long de 139 mètres en forme de cigare, il est nommé Andromède. Il possède des hangars pour 5 soucoupes de type Ronnebu et Vril. Le but de cet appareil? Certains pensent qu'il était conçu pour les vols spatiaux de longue durée. Il y a une autre explication simple. C'est que c'était un projet de conteneur submersible, qui pourrait être utilisé pour transporter des denrées, de l'équipement, etc. pour des bases secrètes du Troisième Reich, y compris pour celles en Antarctique. D'après les Américains, à la fin de la guerre, les Allemands avaient 9 entreprises de recherche pour développer et tester des disques volants.
Les investigations révélèrent que 8 de ces usines, ainsi que ses scientifiques et ses figures de proue furent évacués d'Allemagne. La 9e a été détruite. Le lieutenant-colonel de l'Air Force, Wendell Stevens a déclaré « Nous avons des informations classifiées disant que certains de ces centres de recherche ont été transférés en Antarctique, à l'endroit nommé la Nouvelle-Zambia. Au moins un de ces centres a été transporté à cet endroit. Un autre était en Amazonie, et un troisième sur la côte nord de la Norvège. Ils ont été évacués dans des aménagements souterrains secrets. » Mais le Troisième Reich n'avait pas assez de temps pour implanter un tel plan. Il semblerait qu'à la fin de guerre le développement des disques technomagiques n'ait jamais atteint un niveau de production industrielle. Les disques observés en Antarctique en 1947 ne sont probablement pas les mêmes disques. Peut-être étaient-ce des disques allemands volant sur les principes classiques. Ceux qui avaient déjà été développés par le Troisième Reich, peut-être un reste de sauvegarde de leur projet technomagique. Quelques prototypes avaient déjà été construits, certains en ont les preuves. Cela a été un bond technologique géant, mais loin d'être dans le genre des disques volants que le Troisième Reich avait en tête. Ces prototypes créés par les Allemands peuvent seulement voler dans les airs, à l'extrême, peut-être voler à la surface d'un liquide ou d'un solide. La même chose que nous avons aujourd'hui, voler sur un coussin d'air, comme un aéroglisseur. C'est la raison pour laquelle ils avaient tout type d'objets volants à ventilateur. Elles avaient un avantage sur les appareils volants conventionnels, ces soucoupes ne peuvent pas partir en vrille, elles sont très faciles à utiliser, mais non conçues pour les grandes vitesses et d'une très mauvaise qualité. Un des prototypes les plus avancés, le disque nommé Ballonzo, a été testé pour la première et dernière fois à côté de Prague le 14 février 1945. Son élévation s'effectue par un moteur silencieux créé par Victor Schauberger. Les rapports disent que le disque sans pilote s'est élevé à 15 km en 3 minutes, avec une vitesse horizontale de 2200 km/h. Le disque pouvait rester suspendu dans l'air, et voler d'avant en arrière sans avoir à se retourner. Un succès? Absolument. Mais la guerre était à ce moment-là arrivée sur le territoire allemand, n'attendant pas l'occupation de l'Allemagne, les nazis détruirent tout prototype d'engin non conventionnel qu'ils ne pouvaient pas évacuer. Le seul exemplaire du Ballonzo fut aussi détruit. Le développeur de son moteur, Victor Schauberger, dira plus tard, le modèle testé en février 1945 a été construit avec la collaboration des ingénieurs mondiaux sur la combustion du camp de concentration de Mauthausen. Ensuite, ils sont retournés au camp pour eux, c'était la fin, c'est Keitel qui a fait détruire le disque. Donc ces beaux dessins illustrant le disque volant devant l'Antarctique est un fantaisie de l'artiste. D'autres dessins et photos sont suspects. Ils ont été faits pour tester une partie des prototypes avec certains paramètres. Ou ils étaient présentés aux autorités pour obtenir des fonds. Il est vital de créditer les scientifiques et les ingénieurs allemands qui ont obtenu un succès significatif. Ce bond dans les sciences et la technologie fait par le Troisième Reich n'est pas accidentel. En combinant la recherche scientifique avec une analyse des anciennes connaissances, cela a donné des résultats incroyables. Cependant, la défaite des nazis n'a pas été accidentelle non plus. La Coupe du Graal n'est pas seulement un symbole de l'ancien savoir, mais aussi un code moral vieux de plusieurs siècles. Un code que les nazis ont délibérément rejeté. Il y a beaucoup de légendes et de rumeurs sur les soucoupes du Troisième Reich. En complément de ces histoires, il y en a d'autres qui racontent le vol de ces disques au-dessus des eaux de l'Antarctique en 1947.
En ce qui concerne ces soucoupes, émergées des eaux dans les années 40, d'après certains témoins, et aujourd'hui, l'observation filmée de certains voit émergeant de mer, d'océans ou de lacs. Je suis sûr qu'en 1947, les Allemands ne disposaient pas de cette technologie, ni d'ailleurs aucun autre pays au monde. Mais si ce ne sont pas les Allemands qui ont attaqué l'expédition des Américains en 1947, qui est-ce donc? Quatrième partie, le portail de l'Antarctique. Des soucoupes lumineuses émergeant de l'eau, des sphères, des cigares, dans cette zone polaire, ce ne sont pas des faits inhabituels. Les pays du Nord, l'Amérique centrale et du Sud, l'Australie, l'Afrique du Sud, partout des ovnis sont observés. La marine russe reçoit régulièrement des rapports sur ces phénomènes. En tant que commandant dans la marine soviétique, j'ai régulièrement reçu des rapports à propos d'objets observés par témoins. Il serait incorrect de penser que les ovnis sont seulement observés au sud. Ils sont aussi observés au-dessus de l'Atlantique Sud, à proximité de l'Antarctique. Voici un cas particulier qui m'est familier. Ils ont été observés dans la zone des îles de Grigori du Sud. Des pêcheurs ont vu un objet émerger des eaux. Ils ont réussi à prendre des photos, représentées ici sur ce document. Malgré le vent fort, l'objet est resté statique pendant un long moment, ce n'était clairement pas un nuage ou un ballon. Au-dessus des îles de Géorgie, de très étranges objets volants sont observés. Voici la preuve d'un cas. Le disque en suspension au-dessus de l'île, il a été visible pendant un long moment, c'était juste avant le coucher de soleil et juste après, cela a duré 1h30 ou 2 heures. L'objet avait une forme symétrique circulaire, avec à l'intérieur un triangle isocèle visible. La nuit tombée, le triangle n'était pas seulement éclairé, mais on observait des lumières à la base de 2 angles, comme s'il y avait des moteurs. Cependant, l'objet est resté immobile en permanence. L'observation de cet objet a eu lieu en 1979. 3 années auparavant, en 1976, des chercheurs japonais avec leur équipement ont détecté 19 objets ronds qui occupaient l'espace en Antarctique et qui disparurent des écrans. Qui étaient-ils et où allaient-ils? Nous avons aujourd'hui des réponses à ces questions. À la fin des années 80, une découverte scientifique fit sensation, le travail de l'astrophysicien américain Kip Thorne et de ses collègues. Ils avancèrent la possibilité de voyage dans l'espace-temps. Ils avançaient l'idée des trous de verre et des trous noirs, c'est extrêmement intriguant, selon laquelle des trous noirs seraient situés à proximité de notre planète et qu'ils prendraient la forme de ces trous de verre. Ces trous de verre pourraient être utilisés pour des voyages intergalactiques et interstellaires. D'autres travaux scientifiques arrivent significativement à la même conclusion. En particulier la construction d'engins pour les voyages spatiaux, assurant un voyage intergalactique. Kip Thorne arriva à la conclusion qu'à côté de la Terre se trouve une entrée vers le trou noir situé vers l'étoile Vega. À cette époque, aucun doute que les Américains connaissaient déjà très bien la manière dont ces ovnis apparaissaient ou disparaissaient de l'atmosphère de notre planète. En 1992, débuta en Alaska la construction d'un puissant complexe de radioélectronique nommé HAARP officiellement, c'est pour l'étude de la ionosphère et du système de défense. Officiellement, c'est pour le développement d'un nouveau type d'armes, géophysiques, météorologiques et psychotroniques. Il s'agit d'une sorte de canon à laser géant, un four à micro-ondes mondial. Mais il y a quelque chose en plus.
Aujourd'hui, nous pouvons affirmer sans risque que le but de cette station est la recherche pour entrer dans ces trous de verre. Cela signifie que les Américains sont arrivés à la conclusion que dans cette région polaire est localisée l'entrée du trou de verre. Leur station leur permet de déterminer les configurations du trou de verre, puis remonter et trouver où se trouve l'entrée et l'endroit où il mène. En 1998, le complexe en Alaska a été mis en action. Un complexe similaire est situé en Norvège. De la même manière, un troisième encore plus puissant est implanté au Groenland. Au début des années 90, les capacités techniques limitaient l'exploitation à un seul site, celui du portail en Alaska, qui est une entrée et une sortie, pour observer les mouvements d'OVNI sur notre planète. Il n'y a pas besoin d'installer des centres d'observation sur le territoire US ou ailleurs. Le contrôle d'un seul portail est suffisant. Cependant, la Terre possède deux pôles. Quel est le rôle de chacun des deux en ce qui concerne cette théorie? Par exemple, ils les utilisent tous les deux pour l'entrée et la sortie par l'Alaska, ou utilisent le portail pour entrer et sortent par l'Antarctique et vice-versa. Par l'Antarctique, les ovnis émergent dans l'atmosphère de notre planète, et par l'Alaska, le portail nord, ils quittent la planète. La théorie de l'effet tunnel ne contredit pas le fait que le pôle nord de la Terre serait une entrée et le pôle sud, une sortie, ce qui relie notre planète avec d'autres planètes et étoiles à un niveau énergétique affirmatif. Il est possible que les propriétés de nos pôles soient utilisées par des ovnis, cela pour communiquer avec d'autres parties de l'univers. Il est évident qu'il faut étudier sérieusement. Ce n'est pas une surprise, c'est un fait bien connu, que la plupart du staff dans les bases américaines en Antarctique sont du personnel de la NSA, Agence de sécurité nationale américaine, employant des militaires américains, techniciens de l'électronique, ainsi que des employés de la CIA, Central Intelligence Agency. Ces catégories représentent le personnel principal de la recherche dans les stations américaines en Antarctique. Peut-être que les scientifiques du Troisième Reich avaient aussi déduit que l'Antarctique et l'Arctique n'étaient pas seulement les pôles de la Terre. Peut-être n'est-ce pas une coïncidence que dans l'Allemagne nazie, la théorie de la Terre creuse où les pôles sont des portes, pour les étoiles était-elle si populaire? Peut-être qu'au cœur de cette idée, il y a quelque chose à comprendre, quelque chose qui rejoint ces récentes découvertes sur les trous de verre. Avec cette possibilité d'éventuels voyages dans l'espace-temps, ce qui aurait attiré les Allemands sur les côtes de l'Antarctique. Le sixième continent continue de garder ses secrets. De nouvelles questions arrivent, et à travers les années, la liste est longue. Qu'en est-il des recherches sur les soucoupes volantes? Se sont-elles arrêtées après la guerre? Ou continuent-elles encore aujourd'hui? Est-ce correct d'attribuer à toute observation d'OVNI une technologie humaine secrète? Les OVNI ont été observés depuis longtemps, même à l'époque d'Alexandre le Grand. Quels types d'engins ont émergé de l'eau pour attaquer la flotte de l'amiral Byrd? Des êtres inconnus avec qui les Allemands auraient coopéré? Qu'est-ce que c'était? Un mythe? Ou bien des forces de vie existant depuis des milliers d'années, ayant poursuivi leurs activités invisibles sur notre planète?